Le Crédit Agricole Bois Picardie a présenté ses résultats financiers de l'année 2023. Et nous sommes allés nous installer dans le bureau de notre directeur financier pour qu'il puisse nous aider à bien interpréter les éléments les plus importants. Un contexte inédit, des comportements de clients qui évoluent. On va notamment tenter de répondre à une question: comment la banque s'adapte et offre des opportunités à ses clients. Oui, alors effectivement, avant les résultats, je voudrais vous dire un mot à vous qui êtes détenteurs ou futurs détenteurs de notre CCI. Alors pour ceux qui tombent sur ce podcast sans connaître les CCI, ce sont des certificats coopératifs d'investissement. Ils sont cotés à la Bourse de Paris. Ils permettent de recevoir une rémunération annuelle calculée sur la base d'une distribution de 30% du résultat net social. C'est important car sur la base de nos résultats 2023, cela donne un bon rendement au titre. Quel est le contexte de ces résultats ? Alors c'est un contexte très particulier en effet puisque c'est celui de la hausse des taux. Cela affecte à la fois nos clients et notre banque. Ça faisait 10 ans à peu près que les taux n'avaient pas monté. Ils étaient à zéro. Et là, brutalement, ils sont passés à 4% en 18 mois entre 2022 et 2023. Tout le monde a dû s'adapter, les banques comme leurs clients. Comment a réagi dans cet environnement le Crédit Agricole Bois Picardie ? Oui, nous avons agi très tôt au Crédit Agricole Bois Picardie, plus tôt que la plupart des autres banques. Et notre réaction s'est faite en 3 temps. Le premier temps s'est fait fin 2021, début 2022. Ça a été de se dire que les taux étaient partis pour monter, après avoir été très bas, et que nous devions surcouvrir notre bilan, nous protéger contre la hausse des taux. Le second temps, c'était dès le printemps 2022, ça a été de se dire que la valeur économique pour les banques, mais aussi la valeur économique pour les clients, elle était dans la collecte plutôt que dans les crédits. Donc nous avons accéléré sur la collecte, c'est-à-dire sur l'épargne de nos clients, de manière à refinancer intégralement la croissance de nos encours de crédit en 2022 par un accroissement de la collecte. Ça nous a permis de faire bénéficier nos clients épargnants des nouvelles conditions de taux avec une meilleure rémunération, tout en empruntant moins cher que si nous allions emprunter sur le marché. Et puis le troisième temps, entre fin 2022 et début 2023, ça a été le plus délicat. Le gouvernement imposait alors un taux de l'usure très bas sur les crédits habitat. Cela voulait dire que les banques perdaient énormément d'argent sur les nouveaux crédits qu'elles octroyaient. Ça n'a pas dû être facile pour les banques de décider ce qu'elles devaient faire. Oui, en effet, ça a été un véritable cas de conscience. La plupart des banques ont freiné sur les crédits habitat dans cette période de fin 2022, début 2023, en réservant ces crédits à leurs clients. C'est ce que nous avons fait au Crédit Agricole Bois Picardie. Si vous devez engranger une marge négative pendant 10 ou 20 ans, il faut le faire pour les clients qui vous ont été fidèles. Mais vous ne pouvez pas le faire pour les nouveaux clients ou les prospects qui se présentent. Surtout, vous n'êtes pas certain que ces nouveaux clients vous seront fidèles dans la durée. Il y a même de grandes chances qu'ils ne se rendent pas compte que vous leur faites un cadeau. Pour eux, ils auront emprunté à 2%, alors qu'un an auparavant, ils pouvaient emprunter auprès de n'importe quelle banque à 1%, parce que les taux de refinancement avaient beaucoup monté sur la période. Les taux de refinancement étaient passés de 0 à 4% pour les banques. Le client, ce qu'il voit, c'est le taux auquel il emprunte. C'est normal, il ne voit pas ce que ça coûte à la banque. Vous avez évoqué les marges négatives. Alors ça peut surprendre quand on évoque des crédits à marge négative. Comment est-ce possible ? Oui, c'est une bonne question. Il faut dire que je simplifie la présentation en disant ça. La réalité, c'est qu'il est très difficile pour une banque de proximité d'avoir une mesure précise de la marge de ses crédits, car ses ressources financières sont en grande partie de la collecte auprès de ses clients. Quand je parle de marge négative, je fais référence plus ou moins à ce que ça coûterait d'aller chercher ces ressources sur les marchés financiers. Si on veut une mesure complète de la marge, il faut donc en théorie mesurer combien ça coûte de se refinancer ou de chercher de la ressource auprès des clients. Concrètement, combien ça coûte de collecter des dépôts à vue, des livrets, des plans d'épargne logement, des dépôts à terme, etc. En apparence, c'est simple. Un dépôt à vue, ça coûte 0. Un livret, vous connaissez le taux client. Mais en pratique, ça ne marche pas comme ça, car les clients changent de comportement en fonction des taux. Alors, est-ce que le changement de comportement des clients a un impact sur le taux des crédits ? Oui, ça peut paraître surprenant que le comportement des clients ait un impact sur le taux des crédits. Je vais vous expliquer avec un exemple précis qui est celui des dépôts à vue. Avec des taux de marché à 4%, les dépôts à vue sont une source importante qui a beaucoup de valeur pour une banque. Mais quand les taux montent, les clients laissent moins dormir leur argent sur leurs dépôts à vue et l'épargnent sur des livrets, des dépôts à terme, etc. C'est normal. Donc ça veut dire que les encours de dépôts à vue, ils ont eu tendance à diminuer avec la hausse des taux. Et ça, c'est un phénomène inédit parce que ça faisait très longtemps que les dépôts à vue, les encours de dépôts à vue n'avaient pas diminué pour l'ensemble des banques.
Au Crédit Agricole Brie Picardie, nous avons regardé l'historique sur très longue période. Nous nous sommes dit que les dépôts à vue avaient tellement monté depuis que les taux étaient négatifs en 2014 qu'ils allaient nécessairement diminuer. Or, la différence entre des dépôts à vue stables et des dépôts à vue en baisse, c'est 1% de coût de ressources pour une banque. 1%, c'est un écart important? Oui, 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 c'est énorme même. Parce que si vous vous trompez de 1% sur le coût de vos ressources, la marge totale des banques, elle est seulement de 1% elle-même. C'est-à-dire la marge totale, l'écart entre le taux de leur crédit et le prix de leurs ressources. Donc si vous vous trompez d'1%, c'est la totalité de la marge qui est affectée. Ainsi, si vous prêtez à 3% en pensant vous refinancer à 3%, vous avez l'impression que vous faites des crédits avec une marge positive ou nulle. Mais si vous refinancez à 4%, vous avez une marge négative de 1%. Vous voyez, vous prêtez à 3%, vous empruntez à 4%. Concrètement, si vous faites un crédit de 200 000 euros à long terme, un crédit habitat, vous allez perdre 20 000 euros sur un crédit comme ça. Et en plus, j'ai cité l'exemple des dépôts à vue, mais la plupart de nos produits d'épargne ont le même phénomène. C'est-à-dire que tous les produits de livret, les plans d'épargne logement ont aussi des comportements clients qui changent en fonction de l'évolution des taux. Donc je ne sais pas à quel point toutes les banques de proximité françaises se sont posées ces questions-là. Je pense que oui. Alors Jérôme, vous dites que toutes les banques françaises ne se sont pas posées ces questions, mais est-ce qu'elles sont solides? Oui, oui, elles sont toutes solides, je voudrais réinsister là-dessus. Encore une fois, quand je m'interroge à quel point elles se sont posées cette question, c'est plutôt le degré d'approfondissement de ces questions et aussi d'interaction avec leur politique commerciale. Je vais revenir sur ce sujet important qui est la décision locale au plus près des clients. Soyons clairs, je suis convaincu que toutes les banques françaises se sont posées ces questions avec la hausse des taux. Elles se sont même posées ces questions bien avant la hausse des taux, ne serait-ce que pour répondre à leurs obligations réglementaires. Alors on parle des banques françaises, ça veut dire que ça n'a pas été le cas partout dans le monde? Non, en effet, aux États-Unis, de nombreuses banques ne s'étaient pas couvertes contre la hausse des taux. Vous vous rappelez, c'était il y a moins d'un an, SVB, la Silicon Valley Bank, a fait faillite. Alors quand son patron est allé devant le Congrès américain pour s'expliquer sur cette faillite, les sénateurs lui ont fait remarquer que la dernière fois qu'il était venu les voir, c'était pour demander à être dispensé d'une réglementation sur le risque de taux. En Europe, les régulateurs ont toujours surveillé ce risque avec beaucoup d'attention et nous avons dans le groupe Crédit Agricole, comme dans les autres grandes banques européennes, un dialogue régulier sur ce sujet avec la Banque centrale européenne. Donc toutes les banques européennes étaient protégées contre la hausse des taux. Ça veut dire que toutes les banques européennes ont réagi de la même manière face à la hausse des taux? Non, c'est encore une fois une question de degré et d'intensité des impacts. Aucune banque ne devrait faire faillite à cause de la hausse des taux en Europe, mais beaucoup de banques ont vu leurs revenus, leur rentabilité très affectés par cette hausse des taux. Il faut distinguer selon les pays en Europe. Dans la plupart des pays, les clients avaient emprunté à taux variable. Leurs échéances ont donc augmenté sensiblement avec la hausse des taux. Ça conduit beaucoup de banques européennes à voir leurs profits augmenter très sensiblement en 2023. En France, c'est tout l'inverse. Alors la hausse des taux a pénalisé la rentabilité des banques françaises? Oui, en un sens, effectivement, la hausse des taux a pénalisé la rentabilité des banques françaises. Les banques françaises étaient protégées contre la hausse des taux. Elles avaient anticipé ce changement de comportement des clients. Elles avaient mis en place des protections dans leur bilan. Mais ce qui a particulièrement impacté la rentabilité des banques françaises, c'est la décision des pouvoirs publics de plafonner le taux des crédits avec un taux de l'usure très inférieur au coût de refinancement. D'accord, c'est ce que vous disiez tout à l'heure sur le taux de l'usure et le cas de conscience des banques, en fait. Oui, c'est ça. Mais vous aviez dit aussi tout à l'heure que vous vouliez nous parler des décisions en local, au plus près des clients. Oui, sur les décisions au plus près des clients, c'est essentiel, car le comportement des clients va dépendre de votre politique commerciale. Par exemple, si vous avez décidé d'être très proactif sur l'épargne, sur les livrets et sur les dépôts à terme, vous avez de grandes chances que vos dépôts à vue diminuent plus vite. Il est donc essentiel que les équipes de la direction financière qui gèrent ces datas, ces modèles, ces protections contre la hausse des taux soient aussi en proximité de la décision commerciale, en proximité de la construction des offres, en proximité des politiques de distribution. Si je vais approfondir un peu le sujet, pour bien agir face à ces questions complexes d'évolution du comportement des clients, il faut deux choses, de la data et des décisions plus près des clients. Sur la data, il faut analyser les données sur très longue période, comprendre les sous-jacents des modèles de gestion du risque de taux, bref, tout ce qu'on appelle la gestion LM dans les banques. Il faut surtout estimer le futur, car le passé est riche d'enseignements, à condition qu'on comprenne à quel point il peut se reproduire dans le futur. Et pour comprendre le futur, il faut avoir une compréhension de la politique qu'on va mener dans les semaines qui viennent. Finalement, il suffit que les équipes de la direction financière soient proches de la décision commerciale. Oui, c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Comme dans toute chose, l'enjeu est dans l'exécution. Il suffit pas de décider, il faut faire. Alors, il faut d'abord construire les offres, il faut les expliquer. L'épargne, c'est complexe. Pour cela,
nous sommes mobilisés depuis de nombreuses années. Je pense que nous avons la meilleure offre au Crédit Agricole Brie Picardie et nous continuons de travailler, y compris en utilisant des techniques de méthode agile. Mais le plus important et le plus difficile, c'est de mobiliser chacun de nos collaborateurs au sein de nos 200 agences. Quand vous êtes une entreprise de 3000 salariés comme le Crédit Agricole Brie Picardie, que vous avez plus de la moitié des collaborateurs qui ont été recrutés au cours des dernières années et qui n'ont presque connu que les crédits comme levier de l'activité commerciale, c'est pas évident de les mobiliser sur l'épargne des clients. Et je dois dire que j'ai moi-même été surpris par l'agilité que nous avons eue en la matière. Nos collaborateurs, leurs managers ont été particulièrement impressionnants. La mobilisation a été générale pour l'épargne de nos clients. Nous avons au total réalisé de forts gains de part de marché en collecte depuis début 2022. Alors, qu'est-ce qui a fait, selon vous, Jérôme, que nos collaborateurs aient pu ainsi bien se mobiliser? Il y a toujours de nombreux facteurs dans la réussite d'une entreprise. Il faut être attentif à les cultiver, bien sûr, dans la durée. Je pense que les éléments clés, les deux éléments clés, sont le jeu collectif et le partage de valeur. Alors d'abord, sur le jeu collectif, nous sommes attentifs de très longue date à donner du sens à tous les collaborateurs, à leur expliquer comment l'entreprise sert mieux ses clients, comment elle gagne de l'argent. À titre personnel, j'explique nos résultats commerciaux et financiers tous les trimestres à tous nos managers. Mes collègues du comité de direction, les cadres supérieurs, les managers s'impliquent dans ce sens à donner à tous. Ensuite, sur le partage de la valeur, nous avons de nombreux éléments de rémunération liés à la performance dans notre caisse régionale. Et en particulier, nous avons un haut niveau d'intéressement et participation. Ainsi, au titre de 2023, nous devrions atteindre un niveau de l'ordre de 4 mois d'intéressement. C'est plus que le plafond légal de l'intéressement, mais nous transformons le surplus en prime pour les collaborateurs. C'est un vrai partage de valeur, car si les résultats n'avaient pas été là, ça aurait été beaucoup moins. Nos collaborateurs investissent aussi une bonne partie de leur rémunération au capital de notre caisse régionale. En effet, tout en étant une banque mutualiste, nous avons la chance de disposer de CCI, comme je vous le disais tout à l'heure. Et donc ces CCI nous permettent d'associer encore davantage les collaborateurs à la performance, puisqu'ils détiennent 6% de tous les CCI. Alors, Jérôme, je voudrais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure concernant le fait que les banques gagnent moins d'argent quand elles font des crédits à 4% que quand elles les faisaient à 1%. Oui, ça peut paraître surprenant, parce que les taux de marché ont bougé beaucoup plus vite que les taux des clients. Quand les banques faisaient des crédits à 1%, elles parvenaient à se refinancer à des taux proches de 0 ou 0,5. Elles faisaient donc une marge de 0,5 à 1% sur leurs crédits. Mais en 2023, les banques se refinançaient entre 4 et 5%. En faisant des crédits à 4 ou 5%, elles n'auront plus de marge du tout, voire une marge négative, comme on disait tout à l'heure. En un sens, les banques françaises jouent le rôle d'amortisseur des variations de taux d'intérêt. Alors, quand on parle d'amortisseur, comment fonctionne concrètement ce rôle d'amortisseur? Oui, ce rôle est particulièrement frappant juste au moment où les taux montent, c'est-à-dire en ce moment, depuis 2 ans. Par exemple, au Crédit Agricole Brie Picardie, avant la hausse des taux, c'est-à-dire jusqu'en 2021, nous avons souscrit des protections contre la hausse des taux auprès des marchés financiers, qu'on appelle des swaps de taux d'intérêt. Ça nous coûtait, de nous protéger, ça nous coûtait environ 80 à 100 millions d'euros par an. Avec la hausse des taux, ces protections se sont déclenchées et en 2023, nous avons reçu plus de 300 millions d'euros de ces swaps. C'est grâce à cela que nous parvenons à faire 3 choses en même temps. Premièrement, payer davantage les épargnants. Nous avons doublé les montants payés aux épargnants en un an, de 195 millions d'euros en 2022 à 390 millions en 2023. Nous avons même triplé en 2 ans, entre 2021 et 2023. Deuxièmement, ne pas augmenter les taux clients pour ceux qui avaient emprunté à taux fixe. En effet, beaucoup de clients, et la plupart, avaient emprunté à des taux très bas, 1% par exemple, en 2021, et ils n'ont pas vu leurs échéances augmenter, à la différence de ce qui s'est passé dans d'autres pays européens, comme je le disais tout à l'heure. Troisièmement, nous avons réussi à disposer de revenus en hausse, que notre produit net bancaire a progressé de 3,5% en nombre française entre 2022 et 2023. Au-delà de l'épargne des clients, ces swaps nous ont aussi permis de nous protéger pour que le coût de notre financement sur les marchés financiers n'augmente pas. Alors, les résultats du Crédit Agricole Brie Picardie proviennent donc de cette adaptation à la hausse des taux d'intérêt? Oui, effectivement, l'adaptation à la hausse des taux d'intérêt joue un grand rôle dans nos résultats en 2023. Pour être efficace, une banque de proximité a aussi d'autres leviers à déployer. C'est par exemple l'efficacité opérationnelle, surtout grâce au digital. Le groupe Crédit Agricole a beaucoup investi en la matière ces dernières années et nous disposons d'outils de plus en plus performants au service de nos clients. Par exemple, en 2023, le Crédit Agricole Brie Picardie s'est fortement mobilisé et a progressé en signature électronique de nos contrats. Nous avons beaucoup moins de papier dans la très grande majorité de nos souscriptions, que ces souscriptions soient faites en agence ou à distance sur Internet. Autre exemple, nous avons aussi fortement développé les rendez-vous en vidéo avec les clients en 2023. Enfin, pour l'efficacité d'une banque, il faut maîtriser les risques. En 2023, tous les acteurs du marché ont fait face à cette évolution des risques. Il y en a 2 en particulier que je voudrais souligner qui sont importants. Le premier risque, c'est le risque de fraude. En 2023, c'est l'année de l'explosion de l'intelligence artificielle générative.
Elle démultiplie les risques et les capacités des fraudeurs pour faire des fraudes sophistiquées. Donc nous investissons pour protéger notre banque et protéger nos clients en la matière. Deuxième exemple, les défaillances d'entreprise. Alors vous avez sans doute entendu que les défaillances d'entreprise ont augmenté en France en 2023. Mais si on regarde, en fait, elles sont revenues au niveau historique pré-Covid. Là où il y a un changement assez significatif, ce sont les défaillances d'entreprises d'une certaine taille, c'est-à-dire les entreprises de plus de 10 salariés, qui ont fortement augmenté et qui sont au double de la période pré-Covid. Évidemment, au Crédit Agricole Brie Picardie, nous avons subi cette hausse des risques de défaillance comme tout le monde, mais nous maintenons un niveau de risque très bas, parmi les plus bas du marché. Alors en résumé, Jérôme, cela donne quel chiffre? Oui, alors en 2023, nous parvenons à progresser sur les 3 éléments clés de la performance et de l'efficacité d'une banque. Premièrement, nos revenus progressent malgré le contexte. Le produit net bancaire social est ainsi en hausse de 3,5% par rapport à 2022. Deuxièmement, notre coefficient d'exploitation, qui mesure l'efficacité opérationnelle, est parmi les meilleurs du marché, à 56%. Troisièmement, nos risques restent limités. Nous avons un taux de défaut de 1,35%, très inférieur au marché. Et puis, ils sont aussi très bien couverts par des provisions à 125%. Tout cela se traduit dans notre résultat net qui progresse de 8% et dépasse pour la première fois le seuil psychologique de 200 millions d'euros. Alors, et pour les CCI? Oui, la rémunération des CCI progresse également de 8%, comme le résultat net, pour atteindre 1,10 € par CCI. Alors, ça représente un rendement de 6,3% sur la base du cours au 31 décembre 2023. C'est à peu près le double du rendement moyen du CAC 40. Alors, je voudrais en profiter pour mentionner aussi le dividende sociétal. C'est une originalité forte de notre banque mutualiste. Depuis 2022, nous avons donné des CCI à un fonds de dotation qui s'appelle Brie Picardie Esprit Ouvert. Ce fonds œuvre en faveur de l'éducation numérique, de l'éducation budgétaire et de la lutte contre l'illettrisme. Ce sont des enjeux forts pour l'inclusion sur nos territoires. Grâce à la hausse de la rémunération des CCI, ce fonds recevra 1,6 million d'euros en 2024, en progression au même rythme que nos résultats. Et si on se projette un peu dans le temps, quelle perspective pour l'avenir? Oui, ces résultats nous donnent une assise forte pour continuer à être conquérants pour l'avenir. Surtout que nous avons été particulièrement prudents dans la gestion de nos ratios financiers, en particulier en conservant une situation de liquidité très confortable. Nous avons également un ratio de solvabilité de plus de 23% qui dépasse largement le minimum réglementaire. Ça veut dire que nous avons la capacité financière d'accélérer. Et vous l'aurez compris, ce qui continuera de compter, c'est l'engagement de nos collaborateurs au service de nos clients, en proximité de leurs besoins. On ne sait jamais prédire l'avenir avec certitude. L'important, c'est de s'être préparé, de disposer de l'agilité requise pour faire face à n'importe quelle situation. Je suis très confiant dans l'avenir quand je vois ce qu'ont accompli nos collaborateurs depuis 2022. Et il nous reste du travail au service de nos clients. Merci Jérôme pour ce moment d'enregistrement de podcast. Merci Ghislaine. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver toutes nos informations financières sur notre site ca-bripicardie.com, rubrique investisseurs.